Je vous invite à prendre place dans cette salle Picasso pour notre dernière séance plénière, au cours de laquelle nous allons pendant 1 heure écouter successivement les rapporteurs des 6 ateliers qui ont travaillé en parallèle hier et aujourd'hui et qui ont hâte de venir exposer en quelques mots, quelques diapositives, toute la substance qui a été dite lors de ces presque 6 heures d'atelier. Donc je les en remercie d'avance de pouvoir tenir un calendrier extrêmement strict, puisque à 15 heures, c'est-à-dire dans 1 heure, nous avons l'apothéose des séminaires de connaissances réciproques avec la cérémonie, si je puis me permettre, de clôture des séminaires de connaissances réciproques en présence des directeurs des établissements ou de leurs représentants. Et donc je céderai le pupitre à Hélène, à Frédéric et aux autres directeurs qui voudront bien nous dire 2 mots. La règle du jeu, c'est, disons, 5 à 6 minutes de présentation et le temps de 2 ou 3 questions, de manière à ce qu'effectivement, à 15 heures, nous puissions accueillir les directeurs ou leurs représentants. Je vous propose de passer les séquences de restitution dans l'ordre d'apparition sur le programme. Nous pouvons avoir quelques petites interversions de circonstances s'il le faut, donc nous gérerons cela avec souplesse et pragmatisme. Et je commence déjà à vous proposer une petite dérogation par rapport à la règle. Vous voyez, donc j'ai bien introduit le sujet en parlant de souplesse et de pragmatisme, puisque l'atelier numéro 1 sur les liens avec les partenaires locaux a été suivi par un nombre de participants qui est allé croissant. Qui est allé croissant au fur et à mesure que le temps passait. Et finalement, voilà, je me suis retrouvé en position d'animateur et de rapporteur dès le début, ce dont je vous prie de bien vouloir excuser ce cumul de pouvoir. Donc la diversité de la représentation de l'université cible était marquée, était toute relative, parce que nous n'avions pas les 6 établissements, mais nous avons quand même une bonne partie de connaissances réciproques qui a pu être mise en œuvre avec des invités donc, que je remercie encore, qui ont témoigné de la variété des partenariats que nous cherchons à développer, que nous voulons partager avec vous tous sur ce site de l'Ouest parisien. Alors, première illustration qui est tirée de l'intervention du Conseil départemental des Yvelines, eh bien, c'est cette carte qui montre avec le code couleur. En bleu clair, ce sont les établissements d'enseignement supérieur. En rouge, ce sont les centres de recherche et de développement privés. Et en bleu plus foncé, ce sont les centres de recherche et de développement public. Voilà, ce simple point de vue montre toute la richesse de l'écosystème que nous avons sur ce territoire et que, bien évidemment, nous voulons mettre à profit dans le cadre très large, dans le cadre national de l'université cible. Plus précisément, quelques chiffres significatifs ont été donnés par Madame Patricia Defer-Boniface, montrant la part substantielle de la population, du PIB, des brevets, des transports et de la recherche que nous concentrons dans le département des Yvelines, avec ce focus qui nous intéresse beaucoup sur l'automobile et les transports, mais pas que, puisque nous avons également des composantes importantes en matière sur les autres modes de transport que la route, avec l'aéronautique, spatiale, défense, on le sait, le bâtiment, les travaux publics, la construction, ce qui fait également la force de notre système sur ville et transport, et puis n'oublions pas l'ingénierie, avec notamment le groupe Aegis, qui est présent à 2 pas d'ici sur Guyancourt, avec lequel nous avons de nombreux partenariats. Nous avons eu la chance d'entendre un exposé de Michel-Ange Amorim, le directeur de la Fédération de recherche Demeny-Vaucanson sur les sciences du mouvement. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Qu'est-ce que je vous propose d'en retenir? Eh bien, c'est l'enjeu
comme la difficulté, donc le challenge d'arriver à conjuguer les cultures de l'ingénierie et des sciences de l'ingénieur, comme l'a dit Laurence Berry. Une ville, c'est un milieu habité. Et donc, nous devons pouvoir concilier tout ceci. Le lien entre les SHS et les sciences dures est important. Il y a lieu de les intégrer dès le début des projets pour que les projets de recherche se transforment réellement en innovation, réellement, et que la capacité transformante et de progrès des projets de recherche se manifeste réellement. Peut-être d'ailleurs, cette capacité de projeter dès l'amont des projets de recherche les sciences dures et les sciences humaines et sociales pourrait être une des marques de fabrique de l'université cible. Voilà, la suggestion a été faite. Autre intervention, celle de l'UMR, du projet d'UMR entre le LPC et le LATI. On ne présente plus les sigles maintenant. Voilà, donc c'est cette belle image très cordiale que j'ai souhaité vous présenter, issue de l'exposé de Franck Zenasny. Et ça nous donne l'occasion de réfléchir un peu à tous les enjeux de développer tous ces partenariats internes-externes avec des UMR, mais avec une université cible, des universités qui vont ressembler. Peut-on toujours parler d'UMR? Peut-on parler de co-tutelle? Comment vont se manifester les cofinancements de thèses? Possiblement en dehors des écoles doctorales, pas que dans les écoles doctorales historiques de la commune Paris-Est, mais peut-être aussi en dehors sur le territoire, sans pour autant générer de concurrence et de compétition entre les diverses formations universitaires présentes sur le territoire national. Politique de signature, etc. Donc être souple et pragmatique, vous voyez que cet exposé est basé sur la souplesse et le pragmatisme, d'autant que nos certitudes d'aujourd'hui sur les métiers auxquels nous devons former les jeunes, eh bien voilà, 85% des métiers de 2033, dans 15 ans, n'existent pas aujourd'hui. Voilà, c'est surprenant, mais il semble y avoir un réel consensus des sources autorisées pour un pourcentage de cette nature. À bon entendeur, salut, mais nous sommes là pour relever ces défis dans un contexte territorial et international. Et cette diapositive est tirée de l'excellente présentation de Pascal Larzabal, directeur de l'UMR, existant l'UMR SATI, voilà, dont le groupe Théma fait partie. On ne représentera pas les sigles, mais ce qui est intéressant, c'est ce diagramme radioconcentrique, ces ondes qui émergent d'une des unités de ce laboratoire SATI. Pourquoi ne pas remplacer, dans le principe de la présentation, SATI par notre université cible, et de voir comment, de proche en proche, ces partenariats locaux, qu'ils soient académiques, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient politiques, territoriaux, puissent également être mis en valeur. L'enjeu, la recommandation que Pascal Larzabal pourrait nous faire pour notre création, c'est d'être lisible sur le mouvement collectif que nous mettons en œuvre, de favoriser la créativité et la liberté individuelle du chercheur, voilà, de ne pas le contraindre trop par des procédures administratives, mais de mettre en valeur, de mettre en valeur finalement toutes les pépites que nous avons dans notre sphère, quand bien même ces pépites seraient un petit peu excentrées par rapport au cœur de cible sur lequel se positionne le mouvement collectif. Derrière tout cela, il y a l'importance de la créativité. Et même au-delà du décloisonnement sciences pour l'ingénieur, sciences humaines et sociales, c'est l'intervention de l'art et de la culture qui est mise en évidence, et finalement beaucoup d'initiatives dont on s'aperçoit que nous les avons toutes à des degrés divers, mais voilà, sur Paris-Saclay, il y a les diagonales de Paris-Saclay, il y a les rencontres sciences, société en mouvement de l'IFTAR, il y a le groupe culture de l'université cible, il y a les méthodes de créativité de Todd Lubart, des montées à René Descartes Paris 5, dont nous pouvons collectivement bénéficier. Là encore, peut-être pour une autre marque de fabrique de l'université cible. Je vous remercie de votre attention. Et
je passe, alors, sauf s'il y a une question dans l'intervalle de changement de diapositive, mais nous passons tout de suite la parole à Francis D. pour l'atelier numéro 2 sur comment créer une formation transcomposante. Voilà, bon, allez, en avant, pouf, voilà. Bonjour à toutes et à tous. On va donc, je vais vous présenter les résultats de notre atelier dans le temps qui est parti. Plutôt qu'un groupe, je vais dire un mini-groupe, puisqu'on a commencé à 3, on a fini à 2. Donc, mais le temps de la présentation est inversement proportionnel au nombre de participants. On a eu plein d'idées. La première séance de ce groupe avait envisager 4 déclinaisons, une année Bac+1 transcomposante, des écoles d'été, des travaux de fin d'études, des actions de diffusion connaissances. Nous, on a trouvé que l'année Bac+1 transcomposante rajoutait 1 an d'études, que des écoles d'été qui rajoutent des formations en juillet, c'est pas très pratique. L'idée, quand même, un des slogans, c'est l'université pour tous. Tout le monde n'a pas les moyens de faire 1 an d'études en plus. Il y en a qui travaillent l'été pour financer leurs études et faire des cours d'été, c'est pas forcément pratique. Donc nous on est plutôt parti sur la fin, sur cette idée de fin, de travaux de fin d'études ou d'actions de diffusion de connaissances qu'on a retransformé à notre sauce bien sûr pour voir ça. Donc s'orienter, et donc notre thème a été un peu, l'idée du thème a été de s'orienter vers des semaines transcomposantes plus que vers une année transcomposante ou des choses en plus l'été ou des choses comme ça. Avec 3 axes de réflexion, forcément découvrir les autres composantes, s'initier éventuellement à des matières d'une autre composante, on verra ça plus en détail, et surtout, parce que ça nous paraît important, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de chercheurs en France, donc d'utiliser en plus cette force, puisqu'il y a plein de labos, pour faire découvrir la recherche, et donc essayer de sensibiliser les étudiants à aller vers cette recherche. Et tout ça en se posant des questions sur est-ce qu'on fait la même chose à des L1 qu'à des M2, ou est-ce qu'on différencie des niveaux pour que ça soit intéressant pour tout le monde. Donc on a identifié à peu près 3 niveaux. Un premier niveau L1, L2, L3, surtout L1, L2. Un niveau L3, L3 Pro, les L3 un peu plus techniques, donc qui n'ont pas les mêmes, un peu moins théoriques et un peu plus techniques, qui correspond qui correspond, comme il y a un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, à la première année d'ingénieur, et un niveau M1, M2 qui correspond à la 2e et 3e année d'ingénieur. Pour le niveau L1, L2, effectivement, là, l'idée, ça serait vraiment de la découverte. Peut-être prévoir 2, 3, X semaines en fin d'année, avec une composante qui vient expliquer ce qu'elle fait, ses formations, sa recherche, et ainsi de suite. Ce qui permettrait aux étudiants à un moment de découvrir autre chose. Alors ça peut être lié à des exercices. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple chez nous, parce que je le connais bien, ça va être la découverte du GPS, comment ça marche, avec des exercices de récupération de points GPS, avec une chasse au trésor pour trouver des choses en utilisant des GPS. Donc pour initier les étudiants à, voilà le GPS, c'est pas que le truc dans votre téléphone qui vous dit vous êtes là. Il y a des tas d'autres choses derrière. Ça pourrait être aussi en profiter pour avoir des présentations, peut-être par des anciens élèves de ces composantes, de qu'est-ce qu'ils ont fait comme formation et qu'est-ce qu'ils font comme métier derrière. C'est vrai que des fois, pour les jeunes en Bac+1 ou Bac+2, identifier qu'est-ce qu'il y a comme métier derrière les formations qui commencent à suivre, c'est assez difficile. Donc ça leur permettrait une vision de rencontrer des gens qui ont fait leur formation et qui maintenant font ça, pour préparer ça. Après, toujours dans cette idée d'université pour tous, il y a des étudiants en L1 qui découvrent que ce qu'ils ont choisi, ce n'est pas forcément quelque chose qui leur plaît et qui aimeraient changer. Le fait d'avoir des semaines transcomposantes pourrait leur montrer d'autres choses et éventuellement leur permettre de passer dans des L2 d'une autre composante qui leur permettrait d'aller plus vers ce qu'ils ont envie de faire que vers autre chose. Et
tout ça, ça pourrait être 2-3 semaines. Chaque composante présente une semaine, et puis après on étale ça sur 2 ou 3 semaines, et les étudiants choisissent 1 ou 2 options, ou 3 options. Après, c'est de l'intendance pour suivre ça. Pour les L3, on a pensé que ce qui serait intéressant aussi dans ces semaines de découverte, c'est de leur présenter différents masters qui peuvent suivre à partir de la composante, à partir de la formation où ils sont. C'est vrai que moi, pour en rencontrer régulièrement, il y a des étudiants de L3 qui ne connaissent pas tout ce qu'ils peuvent faire à la suite de leur L3. Donc d'avoir un peu un séminaire qui présenterait toutes les suites logiques pour une composante donnée. Donc là, on était plus dans un côté qui est très découverte de qu'est-ce que je peux faire, et ainsi de suite. Après, pour les L3 Pro, et donc les ingénieurs première année qui sont déjà un peu plus techniques, là, on verrait plus, on a imaginé, alors en partant d'hackathon, alors on a essayé de mettre trans composante aton, mais ça fait un peu long à caler, puisque chacun rajoute son aton à la suite. Mais on imagine par exemple un labo qui va proposer un sujet, des étudiants qui viennent de différentes composantes qui vont former un groupe, et ce groupe, il va réfléchir à cette problématique sur 3 jours, avec un 4e jour de restitution de tous les groupes, et un 5e jour, le labo qui vient, entre guillemets, corriger, qui vient dire ce qu'il pense des résultats, qu'est-ce qu'il peut utiliser, pourquoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, et ainsi de suite. Donc vraiment, mélanger des étudiants de différentes composantes. Je pensais typiquement, alors j'étais avec Tong qui est plus dans la réalité virtuelle, mais quelqu'un de chez nous qui travaille en reconstruction 3D, quelqu'un qui vient un informaticien, quelqu'un qui vient du virtuel et peut-être un graphiste pour travailler là-dessus, et ils vont avoir, chaque groupe, tous les groupes ont la même problématique à résoudre et puis trouver des solutions. C'est déjà encore 10 minutes, non? Après, les M1, M2, on retrouve des fois des semaines d'initiation, c'est surtout Samia qui pointait ça, des gens qui font urbanisme, avoir des semaines qui leur permettent de se spécialiser dans leur domaine, avoir une semaine avec des archis sur qu'est-ce que c'est qu'un plan d'archi, avoir une semaine sur qu'est-ce que c'est que la 3D, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser en urbanisme avec la 3D, ainsi de suite, je passe rapidement. Éventuellement des hackathons aussi, forcément, et surtout quelque chose qui nous a paru très important, des projets transversaux, c'est-à-dire un projet qui va être pris en début d'année avec un chercheur qui va travailler avec eux. L'idéal, ça serait un chercheur qui donne à chaque groupe des articles à lire. Après, les étudiants s'approprient ça, ils trouvent un sujet, ils proposent aux chercheurs de plutôt travailler sur un domaine, sur un point, et après, tout au long de l'année, on arrive en gestion de projet, enfin avec tout un management qui pourrait se passer sur l'année. En général, nous, les projets en ingénieur 2e année se terminent par 3 semaines où là, ils plongent dans le projet et vraiment, ils développent pour résoudre la problématique. Tout ça, l'idéal à moyen terme, ça serait de le faire en transcomposante. Au début, ça sera plus dur. Forcément, dire on va faire ça l'année prochaine, il faut organiser les emplois du temps. Il y a un certain nombre de choses. Mais tout ça, ça nous paraît très bien parce que ça peut être fait rapidement. J'ai souligné l'idée d'être utile parce que quand on propose à des étudiants de travailler sur un sujet d'un labo en leur disant ça va vraiment être utilisé par le labo, eux ils en ont besoin et ils vont utiliser vos solutions ou ils sont beaucoup plus motivés que quand on leur dit vous serez le 5e groupe à faire le même sujet et de toute façon à la fin on jette tout et on recommence l'année prochaine. Donc une motivation qui est plus grande. Ça fait de la découverte à la recherche, et on a quand même un certain nombre de composantes qui sont dans la recherche dans l'UCIBL, et donc ça pourrait être intéressant. Tout ça, les moteurs, trouver des gens motivés, trouver des sous, bien sûr, et peut-être créer une équipe de coordination qui travaillerait sur les stages ou les projets tutorés transcomposantes pour les favoriser et les initier et les pousser. L'idéal de ce qu'on a prévu, c'est un salon en milieu d'année où chaque composante viendrait proposer ce qu'elle fait, ses formations, et où les étudiants pourraient choisir, pourraient réfléchir à ce qu'ils veulent faire. Très bien. Voilà. Merci Francis. Merci. Et donc pendant le changement de fichier et de clé USB, vous avez la parole.
J'ai été tellement clair qu'il n'y a pas de question. Est-ce qu'un lien peut être fait éventuellement avec des formats, des ateliers transcomposants? Je crois qu'il y a eu quelques ateliers comparables lors des séminaires précédents sur justement le transcomposant. Je ne sais pas si un certain filage a pu être fait. Ils avaient réfléchi à créer une année Bac+1 transcomposante où toutes les composantes interviendraient. Je pense que c'est difficile, il y a 16 composantes, c'est 2 semaines pour chaque composante. Et surtout, eux, c'était plutôt une année de préparation à un Bac+1. Donc ça faisait 6 ans d'études pour avoir un master au lieu de 5 ans. Pour moi, l'université pour tous, c'est aussi ne pas rallonger les études. Il y a des familles qui ont déjà du mal à payer 5 ans d'études, alors payer 6 ans, c'est encore plus dur. Donc, voilà. Merci Francis. Nous allons maintenant écouter. Nous allons maintenant. Non, je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on contienne les délais. Mais la discussion pourra se poursuivre à partir de 16h. Là, pas de problème. Donc, nous allons entendre maintenant la restitution de l'atelier numéro 3 sur sûreté, défense. Voilà. Atelier qui était assez bien achalandé. On avait une possibilité qui était de dire. Comme notre atelier, c'est sûreté, sécurité, défense, confidentialité, tout ça, on s'est dit, finalement, tout ce qu'on a dit dans l'atelier, on ne pouvait pas en parler, et on vous remercie. Mais on n'a pas fait ça. Donc, je laisse pour la première partie l'état des lieux. Sylvie, vous restituez notre atelier. On aurait gagné 10 minutes. Comment tu penses à la... D'accord. Donc, en fin de compte, on a été... il y avait trois entités qui ont été représentées, donc principalement évidemment par l'IFSTAR. Donc il y avait 5 sites différents sur 6. Il y avait l'ESIE et l'UPEM. Parmi donc les personnes, on était quand même à peu près 16 personnes, je crois, entre 15 et 16 personnes, ce qui était quand même un atelier qui était quand même assez important. Il y avait 2 FSD, donc ce sont des fonctionnaires sécurité défense. Et par contre, ce qu'on a regretté, c'est qu'il n'y avait pas de représentants SSI parmi nous. Donc voilà, bon. SSI, c'est sécurité système informatique. Voilà. Système d'information. D'information, oui. Alors, on a fait en premier lieu donc l'état général. Donc, ce qu'on a vu, c'était la politique de sensibilisation à améliorer. Après, il n'y avait pas de retour d'expérience capitalisée, c'est-à-dire que des agents qui partaient sur différents sites, on n'avait pas spécialement de retour sur ce qu'ils avaient vécu et tout ça. Et ça, je pense qu'il y a un manque là-dessus, parce que ça peut nous aider justement pour les prochaines missions. Il y avait la problématique aussi de Vigipirate qui est en cours et qui est un petit peu mis... pour l'instant, qui est un petit peu mis en stand-by, mais qui est quand même importante et qui est toujours d'actualité. Après, il y avait la continuité du service FSD et gestion de crise, parce que ce qui se passe, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait donc UPEM et IFSTAR qui avaient donc 2 FSD. Et le problème, c'est quand ces agents sont en congé ou peu importe, ou quand il y a vraiment besoin en cas de gestion de crise, il faut impérativement pouvoir les contacter. Et ce sont des agents comme tous les autres. Donc là, il y avait quand même une continuité de service à devoir maintenir et c'est pas toujours évident. Après, évidemment, l'informatique. Ça, c'était quand même un sujet qui était très très important du fait que en fin de compte, avec tout ce qu'on peut avoir, les réseaux informatiques, téléphones, portables, etc., tout doit être quand même très sécurisé. Voilà. Après, il y avait les compétences internes des chercheurs et enseignements dans les domaines de la sécurité. Ah oui, alors il n'y avait pas de zone régime restrictif nulle part. Donc ça, ce sont des zones très très sensibles et qui demandent des autorisations très particulières. Et du coup, là pour l'instant, nous on n'en a pas, mais ça peut en devenir. Donc il y aura à réfléchir là-dessus aussi. Il y a des risques constants, des exemples réguliers. Ah oui, ça je sais plus. Voilà.
Oui, les vols de portable. Oui, parce que ça, on a déjà vécu ça aussi. C'est-à-dire que quand vous faites des missions, ou même au sein des établissements, il y a des risques de vol de portable, de clés, de téléphone portable, et avec toutes les informations qu'il peut y avoir derrière. Donc ça, on voudrait quand même sensibiliser aussi les chercheurs, un petit peu tous ceux qui travaillent dans les instituts ou universités. Et on s'est posé la question, dans la continuité du service FSD et en cas de gestion de crise, ça on l'avait vu. Voilà. Continue. Alors, ça c'est à moi. Voilà. Donc, alors justement, pour essayer de réduire un petit peu tous les risques qu'on a vus à l'instant, l'idée c'est de bien plus sensibiliser les agents, les enseignants et les étudiants par des actions complémentaires. Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été effectuées, mais on sent bien que nos agents, les enseignants, les étudiants ne sont pas toujours complètement informés des risques que l'on croise avec nos portables, qu'on a dit, les téléphones, les micro-ordinateurs et tout ça. Alors, un des intérêts de la fusion sera éventuellement de passer à une taille critique pour organiser mieux peut-être tout cet aspect continuité du service FSD et gestion des crises. On devra également adapter nos politiques Vigipirate, parce qu'on disait, on a des endroits ou des organismes qui sont plutôt fermés, bien fermés, et d'autres plutôt très ouverts. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être trouver un moyen terme entre les deux types de politiques, donc y compris pour la protection du potentiel scientifique et technique. Alors, on a regretté effectivement qu'il n'y ait personne qui soit en capacité de nous parler de la sécurité informatique. Et donc, comme on sait qu'il y a eu un atelier il y a quelque temps, un des ateliers dans un autre séminaire qui a parlé des systèmes d'information, moi je pense qu'il serait utile que notre animatrice préférée, elle était toute seule, se rapproche de cet atelier afin de justement partager nos différentes discussions. Là aussi, pour mettre en place une coordination inter-établissement pour la partie, à la fois au quotidien, pour s'informer des différentes informations qui viennent de chaque tutelle, et puis bien évidemment en cas de crise. Donc sur Marne-la-Vallée, on est en train de mettre en place un échange des coordonnées des responsables de chacun des établissements au niveau de la Cité des Carmes. Donc c'est un peu au-delà de l'UCIBL, mais c'est vraiment en cours, ça va se formaliser très très bientôt, pour qu'au moins on échange un petit peu les événements qui se passent dans chacun de nos organismes. Et pour finir, donc, alors développer la culture du rapport d'étonnement. Alors moi, rapport d'étonnement, je ne sais pas trop ce que c'était, mais en fait c'est un peu ce qu'on a dit au début de l'intervention sur, il faut, quand on a une mission à l'étranger, on est censé établir un compte-rendu de mission, pas uniquement scientifique, mais également sur un petit peu ce qu'on a vu du pays, ou de la ville, ou des régions, les contacts qu'on a pris sur place, les personnes qui pourraient venir chez nous, et un petit peu raconter l'histoire, afin que quand des personnes de ces pays-là vont venir chez nous, qu'on ait une petite historique, et ça peut aider notre FSD. Et puis surtout, on voulait bien rappeler le fait que le FSD, c'est d'abord quelqu'un qui nous protège, et donc qui est censé, mais qui le fait, qui protège les biens, les personnes et les savoirs. Et c'est pas, alors nous à l'ISTA on sait qui c'est, puis à l'UPM aussi, Philippe Demange. Donc l'idée c'est bien de bénéficier de cette personne avec ses connaissances pour nous protéger à tout niveau. Et voilà. Merci Sylvie, merci Philippe pour cette restitution. Pendant que le changement de la clé USB, nous pouvons prendre quelques questions. Je suis désolé pour la dernière fois, mais là nous avons quelques minutes supplémentaires que nous avons rattrapées pour demander quelques précisions en tant que de besoin à nos deux rapporteurs. Sur ces questions un petit peu nouvelles de sûreté, défense, protection du secret, protection des vulnérabilités. Voilà, c'est un thème qui n'avait encore jamais été abordé lors des séminaires de connaissances réciproques, mais qui devra certainement prospérer dans le futur. Alors, Zoubir. Est-ce qu'on a identifié des possibles ZRR dans le périmètre de l'université cible? Alors, oui.
Oui, alors en fait, ce que j'ai appris dans cet atelier, c'est que il est très possible que la législation se renforce et soit un peu plus dure demain, ce qui fait que des laboratoires qui aujourd'hui ne sont pas concernés pourraient demain l'être. Et voilà, donc aujourd'hui, effectivement, par rapport aux établissements qui étaient dans l'atelier, effectivement, il n'y a pas de ZRR aujourd'hui, mais c'est un peu Lidvin qui nous disait ça, mais il est très possible que très bientôt, la réglementation se durcissant, des laboratoires tombent sous le giron des ZRR, avec là des complications et des problèmes d'autorisation divers et variés pour les agents et nos visiteurs. Mais ça peut arriver, voilà. À l'UPEM aussi, je crois. Donc il va falloir se préparer en fait. Merci bien. Donc nous passons maintenant à la restitution du 4e atelier sur quelle articulation entre formation, création de start-up et entrepreneuriat. Hugues Chollet. Voilà. Alors normalement je ne devais pas rendre compte, restituer cet atelier. J'avais essayé de me défiler, mais comme on n'était pas très nombreux aujourd'hui, il a bien fallu que quelqu'un. Alors au début, on était une dizaine de participants hier. Il y en était 8 participants en fait, et uniquement ici Yves Star, ce qui fait que ça n'est pas du tout exhaustif. Ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment 2 volets différents. Aujourd'hui, on n'était pas très nombreux, donc on n'a fait que la restitution et on s'est répartis dans les autres ateliers. On n'a traité que 2 volets de la question finalement. La formation en lien avec l'entrepreneuriat, essentiellement basée sur l'expérience de l'essier, et la question des enseignants-chercheurs et de la création d'entreprises, qui sont vraiment des domaines différents. Alors sur la partie formation à l'essier, il y a en fait un panorama d'intervention dans la formation qui est assez large. Ça commence au niveau des cours sur l'entrepreneuriat, le marketing et les business plans à l'essier. En 3e et 4e année, il y a un jour des projets qui, je crois, est ces jours-ci. Je me demande si c'est pas demain. 21. Ah, juin. Oui, pour les projets 4e année. 3e, 4e année. D'accord, oui, c'est ça. Et en 4e année, il y a une possibilité qui s'appelle le dispositif Pépite. Donc, vous voyez le logo à droite. Donc, c'est un dispositif national, en fait, qui est une labellisation de demande des étudiants de faire leur stage de fin d'année pour la création éventuelle d'une entreprise. Alors, on vous a mis pas mal de détails sur ce dispositif. Moi, je ne connaissais pas du tout. Ça permet. Alors, au niveau du campus, il y a déjà une organisation autour des principaux organismes de formation du campus de Marne-la-Vallée sur ce dispositif. Il n'existe que depuis 3 ans. Donc, en fait, tous les ans, il monte en puissance. Il y a de plus en plus d'étudiants qui le demandent. On a cru comprendre que cette année, c'était une centaine d'étudiants. L'année dernière, c'était 37. Ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est combien il y avait de labellisés au niveau Île-de-France. Mais bon. C'est déjà un peu significatif. Par contre, c'est un objectif pédagogique. Et le résultat que j'ai mis tout à la fin, c'est qu'il y a en débouché de création réelle d'entreprise, à part d'étudiants qui sont vraiment dans leur formation d'étudiants, il n'y a que 5% de réussite. Bon, mais c'est un peu normal, c'est pas grave en tant que tel. Alors évidemment, les étudiants qui sont dans ce stage de fin de cursus, ils sont encadrés, ils sont suivis, donc il y a un tutorat qui est à la fois par un prof et par un représentant d'entreprise. Il y a une possibilité de participer à un concours pour avoir des primes. Voilà, pour ne pas prendre trop de temps. Alors, sur la partie... Alors, il existe une partie intermédiaire entre le monde des étudiants et le monde des chercheurs. C'est un incubateur qui s'adresse à des gens qui ont déjà un peu d'expérience. Alors, ça peut être des étudiants qui ont passé un doctorat ou des gens qui viennent plusieurs années après et qui veulent créer une entreprise sur un concept. C'est vraiment un objectif start-up, création de start-up. Le taux de réussite est bien plus élevé, puisque c'est des gens qui ont déjà de l'expérience, donc ils savent un peu plus où ils mettent les pieds. Il y a aussi du coaching. Alors l'accès du Fab Lab de l'université, on n'est pas très certain selon les cas si c'est toujours accessible ou pas. Et ce sera un point à éclaircir, à faciliter. Ça permet de faire des prototypes. Mais de toute façon, le Fab Lab n'est pas très coûteux, hein, si c'est... on a constaté, un peu comme pour les étudiants, qu'il y avait une domination d'applications logicielles dans l'incubateur.
Ça concerne peu de monde, évidemment, dans le monde des enseignants-chercheurs. Ça serait 1 à 2% des effectifs, hein, ça reste quand même réduit. Alors, les enseignants-chercheurs peuvent éventuellement passer par l'incubateur, mais en principe, ce serait plutôt le rôle de la SAT. Et il y a une SAT qui s'appelle SAT IDF Innov sur le campus. Alors, encore à définir si ça concerne les CIE ou si ça concerne plus d'entreprises. C'est des choses qu'on n'a pas pu... Enfin, d'organismes. Alors, une difficulté pour les chercheurs, c'est que les chercheurs ont des statuts différents selon les organismes. Et le préalable à la création d'entreprises et à partir, disons, de recherches faites dans les organismes, c'est que l'organisme soit d'accord. Donc il faut obtenir des autorisations. Et comme les droits patrimoniaux sur les créations des salariés sont en général, enfin, selon statut, hein, mais sont dévolus à l'organisme, c'est quelque chose à négocier. Donc finalement, ça démarre dans l'organisme. Ensuite, il y aurait besoin d'accompagnement, type incubateur probablement. Quelque chose de plus collectif, si vous voulez, au niveau de l'université cible. Et là, ce serait adapté quand même. Par contre, comme on n'avait pas assez d'organismes présents dans l'atelier, on n'a pas pu percevoir s'il y avait des fonctionnements différents par exemple, à l'école d'architecture ou... Voilà. Alors dans les perspectives sur la partie formation, si vous voulez, des étudiants, ce que nous a présenté l'ESSIE nous paraît vraiment une bonne base, sauf que c'est à compléter parce que les jeunes architectes créent souvent des cabinets, donc il y a certainement une expérience différente encore de la création d'entreprise à ce niveau-là. Et au niveau des chercheurs qui veulent créer leur entreprise, une fois les autorisations individuelles acquises, ce serait de développer un dispositif unique pour aider les chercheurs à monter leur entreprise sur le campus, soit sur la base d'un incubateur, soit sur la base de la SAT, mais quelque chose de plus organisé qu'actuellement. Parce que actuellement les SAT et les services de valorisation sont plutôt orientés sur les délivrances de licences, les brevets, que sur la création d'entreprises vis-à-vis du personnel, hein, des organismes. Voilà. Merci Hugues pour cette restitution très synthétique et utile. Pendant que l'on fait le transfert de fichiers, là encore, vous avez la parole. La parole circule. Un micro à l'arrière, un micro à l'avant pour interroger notre collègue sur ce qu'il a vécu durant ces quelques heures d'atelier. Moi-même, je me suis senti un peu interpellé par le chiffre de 5% qualifié de taux de réussite de la formation pour les étudiants de l'ESSIE. Peut-être pourrait-on s'interroger sur le devenir des étudiants qui peut-être ne constituent pas leur société immédiatement après la fin de leurs études, mais qui peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, avec le recul, s'intègrent dans soit la créent avec un certain différé, soit rentrent dans le mouvement de la jeune entreprise innovante. Je ne sais pas si ce genre de statistique est disponible pour voir quel est l'impact transformant de ce cursus entrepreneuriat auprès des populations étudiantes qui l'ont suivi. Alors, ce qui a été dit, c'est que clairement, ce dispositif, il est à destination des étudiants pour un apprentissage de la création d'entreprise. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'à tout prix créer une entreprise si le dispositif si leur invention, on va dire, leur projet n'est pas viable. Donc, le but, c'est de le vivre comme une création d'entreprise, mais dans la durée du stage de fin d'année, hein, de cursus ingénieur, en l'occurrence. Donc, c'est 5 mois et voilà. Donc, ça ne choquait pas, en tout cas, les enseignants de l'ESSIE. Ce taux n'est pas si mauvais que ça, compte tenu que les étudiants n'ont pas de l'expérience de l'entreprise. Parfait. Merci Hugues. Donc, nous passons la parole à Fabrice, qui va rapporter sur l'atelier automatisation. Merci Jean-Bernard. Donc voilà, donc on aurait pu automatiser aussi cette présentation. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, et donc on va le faire un peu en manuel ou en semi-automatique.
en sachant que la partie manuelle, c'est donc moi. L'atelier donc automatisation, donc regroupé en fait des IFTAR, mais certes, il y avait donc entre 8 le premier jour, 10 le deuxième jour, donc déjà, on motivait les gens à venir nous rejoindre. Alors, après, forcément, on essayait de trouver des points positifs. Certes, on était K-Star, mais d'un autre côté, il y avait donc 3 sites représentés, et on avait quand même pas mal de nationalités, ce qui était quand même assez intéressant sur les comparaisons entre automatisation, au niveau du transport principalement, entre les différents pays. Donc déjà, on peut retrouver donc voilà, sur une dizaine de personnes, de nombreuses nationalités. Donc le premier jour, donc ça s'est porté principalement sur un tour de table donc des présents, avec 2 notions. Donc chaque personne devait présenter en fait son ressenti sur la notion d'automatisation. Donc sur ce point-là, donc est ressorti différentes notions, assez classiques, mais quand même qu'on doit noter. Donc l'intérêt donc pour les aides à la conduite et l'automatisation, afin principalement de pallier aux défaillances donc humaines, mais aussi beaucoup de questions aussi traditionnel sur le futur rôle donc de ce système, pourquoi automatiser, le quoi, le comment, la différence entre les différents pays, l'impact social et surtout sur la politique d'emploi, et donc quel cas d'usage et comment doit-on automatiser. Ensuite, donc les personnes donc devaient présenter en fait leur implication au niveau de leur activité de travail dans cette partie-là sur l'automatisation. Voilà. Alors, les différentes questions au niveau du ressenti, enfin les différentes problématiques donc qui ont été remontées, ont servi de point donc d'ancrage pour le deuxième jour, c'est-à-dire aujourd'hui. À savoir que donc nous étions donc 10 le deuxième jour, donc vous suivez bien. Et donc grâce à 10, donc il y avait 3 groupes de 3, ça tombait bien, on était assez contents. Donc Mariana donc en tant qu'animatrice, donc 3 groupes de 3, et donc on a dû donc travailler, enfin on a dû. C'est pas une obligation non plus. On avait donc un fil conducteur et on avait donc 5 sujets sur lesquels on a dû réfléchir donc au cours de ces 2 séances. Donc liés à l'automatisation, pas uniquement le transport au sens large, même si forcément il y avait un focus assez fort sur l'automatisation des transports. Alors le premier topic, enfin la première question qui a été donc mise en avant, c'était l'automatisation. Donc l'idée c'est qu'on avait donc ce mot-là au centre. Et donc, chaque groupe devait réfléchir à trouver des mots-clés, des mots, des questions, des problématiques associées donc à l'automatisation. Alors forcément, vous ne voyez peut-être pas grand-chose, mais j'ai des photos en plus haute définition si ça vous intéresse. Donc voilà, donc nous avons donc les 3 groupes, les 3 représentations, donc avec l'automatisation au centre. Et en fait, au niveau des présentations, parce qu'on se sont présents après, groupe de plusieurs représentations, donc, entre nous sommes présentés donc les différentes approches. Et donc, 3 notions ont été donc présentées principalement, on peut les regrouper en 3. La partie plutôt SHS, sur tout ce qui est donc acceptabilité, excusez-moi, la notion de l'humain au centre, la question de la politique de l'emploi, une approche plutôt SPI, sur tout ce qui est contrôle-commande, capteur, algorithmie, et une approche aussi juridique, sur tout ce qui est législation et responsabilité partagée. Donc c'était vraiment pour poser un peu la problématique. La deuxième partie, c'était plutôt sur que fait gagner l'automatisation à l'être humain? Quel est le plus, qu'est-ce qu'il va faire que les gens vont passer à l'automatisation? Donc là, globalement aussi, donc vous avez les 3 représentations des 3 groupes. Et en résumant, donc il y avait comme 2 impacts, un peu plus prédominants. L'impact sur la santé, avec le moins de stress, le confort, le gain de temps. Aussi au niveau du milieu médical, pour améliorer en fait l'assistance médicale. Et l'augmentation en fait de la sécurité, au niveau des transports, mais pas que. Donc qui fait aussi augmenter la durée de vie forcément des personnes les utilisant. Et le deuxième impact, plutôt environnemental dans ce cas-là, sur l'éco-conduite, la pollution sonore, le trafic plus fluide, dont la finalité qui permet forcément aussi d'améliorer aussi un peu l'impact de la santé dans le premier cas. La troisième partie, donc on se recentrait cette fois-ci plus sur un aspect plutôt après le côté positif, plutôt sur le côté un peu négatif ou un peu qui pouvait faire un frein en fait au processus. Donc c'était plutôt sur les risques. Alors déjà on peut voir comme qu'il y a un peu moins d'informations sur les transparents, donc déjà c'est un peu plus difficile de trouver les risques. On essaie de plutôt voir le côté positif que le côté un peu négatif, bien que. On a donc regroupé ça en 4 parties, donc l'impact plutôt sur l'emploi. Une question de fond, selon le type d'emploi, selon les niveaux de qualification, les régimes transitoires entre le moment où certains emplois vont disparaître, comment on va reclasser les personnes ayant ces emplois, l'impact sur la sécurité, l'information des dispositifs, les défaillances surtout de ce genre de dispositif, comment on peut y pallier à ce genre de problématiques, par exemple la mixité du trafic, c'était aussi une autre problématique, et l'information aussi, impact sociétal cette fois-ci,
sur la perte de relations humaines, si tout est automatisé, si il y a peut-être des problèmes de relations, s'il y a un robot au niveau d'un DRH, entre un DRH humain et un DRH robotisé, peut-être que les relations ne seront peut-être pas les mêmes. Et donc forcément, ça peut créer un petit problème de relations humaines, le lien social bien évidemment. Et enfin, un impact sur la santé. Si tout est robotisé, si tout est automatisé, comme dans Wall-E, on peut risquer d'avoir un petit problème de santé dans le futur, au niveau articulaire, ou manque d'activité sportive et physique au sens large. Et enfin, on a terminé, non, on n'a pas terminé sur ça d'ailleurs, on a presque terminé sur ça, sur les cas d'usage. Donc, différents domaines ont été représentés avec les points positifs et les cas d'usage sur ces 6 domaines, en regroupant donc le médical, le transport, bien évidemment, l'industriel, la domotique, les loisirs et énergétique. Donc là, c'est aussi sur les représentations, donc nous avons différents cas d'usage liés à ces 6 domaines. Et enfin, donc, pour terminer, on a donc réfléchi aux recherches, aux niches sur lesquelles on pourrait accentuer nos recherches, ainsi que sur les formations adaptées, en fait, aux différents domaines présentés sur le slide précédent. Alors, sur les formations, les liens forts entre ingénieurs et médecins pour le milieu médical, par exemple, la notion plus réglementaire pour les transports, la partie assistance personnalisée, l'utilisation de l'IA dans les formations. Et au niveau recherche, sur tout ce qui est diagnostic médical, la gestion des déchets automatisés, parce que forcément ça impacte aussi cette notion-là, l'acceptabilité, comment faire mieux passer ce genre de concept, le monitoring des personnes qui interagissent avec ce dispositif, quel que soit le domaine affilié. Et donc ça nous a permis d'arriver juste à l'heure du repas et donc d'aller manger et de vous rejoindre. Et donc on a terminé là donc notre domaine sur l'automatisation. Et donc j'espère que la prochaine fois ce sera donc un robot qui va me remplacer pour faire la présentation. Merci de votre attention. Merci Fabrice. Bon, automatisation. Alors on va challenger un petit peu Fabrice en lui demandant au groupe s'il se retrouve bien dans la synthèse qui a été faite. Et je crois que Antoine souhaite également challenger un petit peu le rapporteur. Simplement pour dire que automatisation, innovation technologique, à ce moment-là, on parle des sciences humaines et sociales systématiquement en termes d'acceptabilité. Finalement, moi, je me demande systématiquement qu'est-ce que ça veut dire. Et par exemple, je pense que là, les sciences humaines et sociales, par rapport à l'automatisation, le véhicule autonome, peuvent apporter des éclairages très intéressants sur la reconfiguration des acteurs industriels. Il y a des enjeux économiques, des enjeux industriels énormes, et donc cette connaissance presque géopolitique de ce qui est en train de se passer, ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Comment est-ce que par exemple le véhicule autonome peut être mis en œuvre dans les territoires et donc comment les collectivités, les pouvoirs publics se saisissent ou non de ces enjeux-là. Là, ça peut être aussi un apport des sciences humaines et sociales. Et donc on est bien au-delà des questions d'acceptabilité. Donc voilà, parce que c'est simplement parce qu'on réduit trop souvent SHS à acceptabilité. Tout à fait. Alors, pour répondre. Merci. Alors, déjà pour informer. Je me décale. Oui, donc concernant l'acceptabilité, c'est vraiment les mots-clés. On a essayé de faire en fait le résumé qui se retrouvaient dans l'ensemble des présentations. Donc forcément, il y a beaucoup plus de domaines qui ont été présentés au niveau de SHS. La problématique aussi, c'est que je pense qu'il y avait que des SPI autour de la table. Alors déjà, c'était un concept assez intéressant. Il y avait un atelier SHS intéressant qui vont être présentés juste après. Donc forcément, il y avait beaucoup plus de SPI, voire quasiment la totalité. Donc il y avait quand même l'acceptabilité qui était forcément mis en avant, faire accepter le dispositif, le faire comprendre. Il y avait toute cette notion de formation, tout ce qui est relations humaines, social, le lien social. Donc il n'y avait pas que l'acceptabilité, parce qu'il y avait aussi toutes les relations qu'on risque de perdre justement avec l'automatisation. Donc il y avait toutes ces notions-là qui ont été aussi développées, que j'ai présentées aussi brièvement, mais on peut difficilement représenter 18 grandes fiches en quelques mots. Donc il n'y avait pas que l'acceptabilité, même si nous étions que des SPI. On fait ce qu'on peut. Voilà. Donc ça, c'était la première question. Alors par contre, oui, tout ce qui était politique avec les collectivités, c'est vrai qu'on a peu, voire pas abordé à ma connaissance. On a beaucoup parlé des relations entre nations, entre les réglementations, entre la notion est-ce qu'un transport autonome qui, en France, on passe la frontière, comment est-ce que le système va s'adapter au mode de conduite, à la façon aux nouvelles réglementations, ce genre de détails. Mais au niveau collectivité, plus en local. Au niveau du transport, non. Au niveau, par contre, de tout ce qui est plutôt industriel, le thème a été un peu abordé, pas en profondeur, mais clairement abordé, sur
principalement sur les politiques d'emploi, sur la partie industrielle, sur les relations, sur les aides pour les fonctions ou les tâches un peu difficiles. Mais là aussi, c'est des questions. On avait environ une vingtaine de minutes, entre 15 et 20 minutes par thème, parce qu'il y avait des débriefings entre chaque. Donc forcément, ça permet de brosser un paysage, mais pas de pouvoir rentrer vraiment en profondeur. Voilà. Et c'est aussi notre ressenti, soyons clairs. Et nous ne sommes pas l'ensemble de l'ISTA et des autres partenaires. Voilà. Merci, Fabrice. Donc la parole va maintenant être prise pour la dernière restitution. Et ce sont Nadine et Emmanuel qui vont nous parler du vaste thème des sciences humaines et sociales. Voilà. Alors, sciences humaines et sociales, SHS, on est parti d'abord de la question pourquoi poser ça sur la table. C'est la seule discipline ou le seul groupe de disciplines qui a les honneurs d'un atelier de connaissances réciproques. Et on a vu là derrière deux enjeux. Le premier, c'est qu'il y a une question de visibilité. C'est-à-dire que quand on produit un dispositif technique, on imagine très facilement le contenu scientifique, ingénieur, dans le dispositif technique, et on a de la peine à se représenter le contenu sciences humaines et sociales que ce dispositif contient, quel que soit ce contenu en sciences humaines et sociales. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu plus institutionnel, celui particulier des sciences humaines et sociales de l'UPEM, qui, dans la configuration de l'université cible, et en particulier avec son thème fédérateur de la ville durable, risque de se sentir éloigné de l'ensemble que nous allons former. Avec des questions derrière qui sont simplement la définition de ce que sont ces sciences humaines et sociales. Est-ce que la littérature, est-ce que l'histoire va pouvoir trouver sa place dans cet ensemble ? Ça marche. Donc, pour continuer la discussion, on a suivi, pareil que Fabrice, plusieurs étapes pour l'organisation de l'atelier. Donc, la première a commencé par un petit brise-glace pour que tout le monde se refasse connaissance, suivi d'une séance de carte mentale pour que l'on puisse identifier tous les concepts que l'on associe aux sciences humaines en général et aux liens sciences humaines université cible en particulier, ce qui nous a permis de reformuler, d'affiner notre problématique. Suite à ça, et tout le long du travail de l'atelier, des petites séances de marche à pied ont permis à de laisser nos esprits vagabonder et donc d'être beaucoup plus créatifs au retour. Et on a terminé par une longue séance de travail en groupe pour instruire la problématique précédemment mentionnée, pour arriver à des propositions. Qu'il est le mot-clé assez massif, vraiment majoritaire, qui est apparu dans nos conversations, c'est le mot-clé pluridisciplinarité, dans le sens où SHS oui, mais SHS toute seule non, et SPI toute seule non plus. Donc on s'est posé la question de la pluridisciplinarité. On s'est d'abord demandé pourquoi. Parce que le monde est complexe, et si on veut donc apporter des réponses complètes et pertinentes aux questions que le monde nous pose, on est obligé d'avoir une approche pluridisciplinaire. Un écueil clé auquel cette pluridisciplinarité apporte une réponse, c'est ce qu'on observe encore assez souvent, c'est la notion de compétition, de défiance, de méfiance entre disciplines, et lors de projets actuellement qui se veulent disciplinaires, on observe encore une tendance à la domination d'une des disciplines par rapport aux autres, les autres servant en gros d'outils, quelque part de serviteurs, par rapport à la discipline maître. Et donc, la proposition qu'on fait, c'est une pluridisciplinarité qui parvient à éviter
cette notion de compétition qui soit vraiment une pluridisciplinarité avec des disciplines qui s'acceptent, qui se reconnaissent mutuellement et qui se respectent mutuellement. Ceci étant dit, on s'est un petit peu posé la question, qu'est-ce qu'on met dedans, cette notion de pluridisciplinarité? Donc, nous avons inventé des mots, puisque pour nous, la pluridisciplinarité, on peut la concevoir dans le sens de scientidiversité, une approche multi-échelle où en fait, chaque discipline, sur le même plan, apporte son morceau de réponse sur une sous-question particulière de la question générale, et le côté fertilisation croisée, où adopter la perspective d'autres disciplines nous permet de sortir de notre tour d'ivoire, de sortir de notre boîte pour être plus créatif et plus efficace par la suite. Nous avons besoin de sortir de nos identités d'origine, de nos boîtes d'origine, et de construire pour cela des solutions matérielles très, très concrètes. Alors on a vu deux types de solutions. Il y en a une qui porte sur l'ergonomie du campus. C'est-à-dire que nous sommes dans un campus qui est très fragmenté et qui a subi sur les quelques dernières années une fragmentation croissante. Il y a d'une part la fin du restaurant commun à l'école des Ponts, et puis d'autre part les mesures de sécurité induites par Vigipirate qui font que de bâtiment à bâtiment, le contact est moins facile. Parmi les solutions possibles, des cheminements abrités, quelque chose de beaucoup plus lourd serait une redéfinition des clôtures sur le campus pour réenglober les bâtiments entre eux, mais ça impliquerait de manger sur l'espace public. Créer de manière beaucoup plus locale des lieux de rencontre, entrer plus dans des logiques de machines à café. Et alors une idée très très bête, mais qui a fait ses preuves sur d'autres campus, mettre dans les cafétérias, à côté des cafétérias, des tableaux blancs qui permettraient lors des moments de détente, de se pencher de manière graphique sur un problème, de laisser une trace de ce problème et éventuellement de fédérer autour de la question qu'on est en train de traiter des gens de passage qui sont totalement extérieurs à l'équipe en place et qui permettraient de les intéresser sur une nouvelle question. Le deuxième point qui nous a intéressés, c'est celui de l'animation. C'est-à-dire que nous avons besoin, et je pense que d'un point de vue institutionnel, ce sera étudié, nous avons besoin de partage de formation continue, donc par exemple de l'initiation à des domaines que nous ne maîtrisons pas, pour nous permettre de découvrir la puissance qu'une discipline peut apporter au service de nos propres préoccupations. Un deuxième point, c'est une mutualisation de la communication interne et externe. Nous avons un bassin de recrutement que je pense sous-exploité sur le trajet du RER A, un bassin de recrutement d'étudiants. Et il y aurait moyen, je pense, de mutualiser avec les enseignants du secondaire pour mieux faire connaître nos différentes composantes et l'université cible. Et puis, travailler énormément la convivialité. Et donc ça, il y a, je sais, à l'IFSTAR, des solutions tout à fait intéressantes. Chaque composante en a aussi quelques-unes, mais l'idée de repas communs, l'idée de pique-nique, de barbecue, des choses comme ça, des choses qui permettraient de mettre de la vie en commun sur un campus qui en manque énormément, pour créer cet entre-deux entre la détente et le travail. Je vous remercie de votre attention.
Bien, merci à vous deux. C'est toujours très agréable d'avoir des présentations à deux voix sur des ateliers qui ont été manifestement très riches et très fructueux pour tous les participants, que chacun ait pu prendre part à la totalité ou seulement à une partie de ces séances de réflexion. Alors, avant de passer la main, de rendre le micro au collège des directeurs et directrices, pendant cette transition, là encore, la parole est à vous pour demander quelques précisions, challenger ou intervenir sur le dernier exposé sur les sciences humaines et sociales, voire même, en profitant du fait que nous sommes tous là, reprendre telle ou telle interrogation sur les exposés précédents. Voilà, donc oui. Bon, très bien, parfait. Voilà, donc dans ce cas, je remercie donc tous les rapporteurs et je repasse le micro à Hélène Jacot-Guimbal. Est-ce que tu peux nous tenir le timing ? Tu nous fais des trucs parce que je crois que voilà, oui, non, mais si tu nous préviens un peu avant. Bonjour. J'ai dû vous dire bonjour entre hier et aujourd'hui à peu près à tout le monde, mais enfin bon. Nous sommes plusieurs à pouvoir et à vouloir venir vous raconter des trucs. Je dis pouvoir et vouloir parce qu'il y a des fois on veut et on peut pas. Hein. Je dois vous présenter d'abord les excuses de Gilles Roussel qui jusqu'à hier matin venait, cet après-midi, et puis vous avez peut-être remarqué qu'il passe beaucoup sur LCI, BFM, machin truc, bidule chose, télé, radio, machin, pour expliquer que la loi en cours, elle n'est pas si horrible que ça. Et donc en ce moment, il est sur une de celles-là, je ne sais pas laquelle. Du coup, nous avons Frédéric Moret qui fait UPEM. Voilà. Franck Young, je ne sais plus où il est, mais il est coincé aussi. Il travaille. Oui, non, mais ça, sans doute. J'espère bien. Donc Laurence Berry est là pour le IVP. Notre père à tous pour UPE, parce que tout ça, c'est quand même, ça vient. Vous vous souvenez, même si l'université cible va prendre un envol et ça concerne beaucoup plus de monde que juste le sujet ville et transport qui est le cœur de l'ICIT, quand même, il y a pas mal de choses qui viennent du PE et on s'appuie sur ça. Et puis nous avons Nicolas Paparouditis qui est le directeur de l'ENSG. Et Jean Mérès, il est coincé je ne sais plus où, et Amina aussi, et ils n'avaient pas quelqu'un à nous prêter, donc voilà. Mais on voulait être là quand même. Alors, je vous propose qu'on se passe la parole de façon à... On va pas faire des... Alors, où il est Jean-Bernard ? Quand il disait apothéose, je suis pas sûre qu'on va faire beaucoup apothéose. Hein. On va faire clôture. En revanche, ce que je pense qu'il faudrait qu'on vous dise, c'est ce qu'on attendait, ce qu'on a l'impression d'avoir récupéré avec ces séminaires, parce que, mine de rien, c'est un gros investissement, en temps pour vous, en sous, pour du collectif, et puis en risque, parce que quand ça se passe mal, ce genre de choses, on le traîne pendant des siècles. Hein. Mais bon, quand ça se passe bien aussi, et là c'est mieux. Donc c'est ce que je vous propose, et puis comme le lancement, ça venait de l'ICIT, Philippe, je te passe le micro. Vous avez vu comment ils sont sages, ils se sont tous mis là. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Chamichian, le président d'Université Paris-Est. Alors, Université Paris-Est, c'est la commu qui regroupe des établissements de Marne-la-Vallée, mais aussi de Créteil. Bon, bref, commu qui, disons, subsistera, si je puis dire, après la création de l'Université cible. D'ailleurs, il y a beaucoup de réflexions en cours en ce moment sur l'avenir de la politique de site, si on entend par site Paris-Est dans son ensemble. Et en tout cas, ne fait pas partie des fondateurs de l'université cible, contrairement aux autres établissements qui sont représentés ici. Donc c'est une position un peu particulière qui est la mienne. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que, en tout cas, ce que j'avais envie de faire, de revenir un petit peu en arrière, pas historiquement, mais prendre un peu de champ sur le projet d'université cible et revenir sur les appels à projets IDEX, ICIT,
et quelques éléments sur la manière dont Université Cible et ICIT s'articulent, j'espère heureusement. Alors d'abord, cette histoire d'IDEX et d'ICIT, c'est une politique de l'État. Et c'est une politique qui est motivée en premier, la référence de base, c'est le rapport écrit par Alain Juppé et Michel Rocard il y a quelques années, par le besoin dans notre pays de construire des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui répondent mieux à ce qu'on analyse comme étant des impératifs de la société de la connaissance, qui se caractérise notamment par des échanges entre la sphère académique au sens large et les sphères économiques, sociales, culturelles. Beaucoup d'aspects de la vie sont concernés par cette question-là, beaucoup plus intenses et beaucoup plus rapides. Ça veut dire qu'il y a des sujets à aborder en termes de recherche, de formation, de ce qu'on appelle de manière plus générale le service à la société, qui recouvre beaucoup de choses comme la valorisation, le transfert, la diffusion culturelle, l'expertise, etc., etc. Beaucoup d'activités variées, chacune séparément, recherche, formation, service à la société, mais également ensemble. L'exemple typique étant celui de la formation des étudiants. D'accord, on forme des étudiants, mais comment est-ce que cette formation est nourrie par de la recherche de manière à ce qu'ils apprennent des choses qui soient les plus actuelles possibles, en contenu, et qu'en méthode, ils soient capables aussi de, d'être eux-mêmes des vecteurs de la transition entre des démarches de recherche et des démarches professionnelles dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec les nôtres directement. Deuxième aspect du sujet, c'est qu'il y a un problème français qui est spécifique, lui, qui ne se pose pas dans les mêmes termes en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays qui nous sont comparables, même si ça n'est nulle part simple. C'est quand même particulièrement compliqué en France pour des raisons historiques qui remontent à quand même assez loin. Nous avons développé un système avec d'un côté les universités, de l'autre côté les grandes écoles, et puis il y a les organismes de recherche qui font de la recherche, et tout ça, ça s'articule plus ou moins facilement. Une des grandes réussites dans l'articulation, c'est tout ce qui est unité mixte de recherche, que ça s'appelle UMR à proprement parler ou pas, mais enfin tout ce qui est mixte, notamment mixte entre organismes et établissements d'enseignement supérieur, ça a quand même très bien marché. Un des grands échecs, c'est l'incapacité à réellement surmonter jusqu'à aujourd'hui la différence entre grandes écoles, universités, filières sélectives, filières pas sélectives, avec notamment des universitaires qui adorent les filières non sélectives, sauf quand il s'agit de leurs enfants. Ensuite, troisième aspect de cet appel à projet, c'est la question de l'aménagement du territoire. Donc les IDEX ICIT avaient pour objectif de sortir un petit nombre d'établissements nouveaux ayant la taille critique et la capacité à être visibles, soit quasiment tout domaine confondu à l'échelle du monde, ça ce sont les IDEX, soit sur des thématiques, ça ce sont les ICIT. Le résultat des courses à l'heure actuelle, mais rappelons-nous qu'on est à peu près tous en période probatoire, sauf 3, mais les autres sont en période probatoire, donc ce n'est pas encore acquis définitivement. En tout cas, aujourd'hui, le résultat des courses, c'est qu'il y a 19 projets qui ont été labellisés, 10 projets IDEX, 9 projets ICIT, et nous sommes donc l'un des 19. Ces 19, si vous regardez une carte de France, ils ne sont pas répartis à peu près uniformément sur le territoire. Pas du tout. La logique de cet appel à projet et la manière dont il a été conduit a été de systématiquement ignorer les critères d'aménagement du territoire. Lors d'un des projets ICIT, à la première vague, par exemple, il y avait plusieurs projets, il y avait un grand projet porté par Bretagne Pays de Loire, et il y avait un certain nombre de ministres ayant un certain poids quand même dans le gouvernement qui étaient bretons, dont on dit qu'ils sont à peu près tous intervenus en soutien du projet,
avec un succès égal à 0, puisqu'aucun des projets n'a été retenu. Les logiques qui ont présidé au choix des projets ont été très originales en France, en tout cas. Elles n'ont pas du tout pris en compte l'aménagement du territoire, et par ailleurs, elles ont reposé sur les avis scientifiques d'un jury international avec assez peu de membres français, qui tous ont été suivis, même s'il y a eu éventuellement des réticences, par les gouvernements successifs qui ont eu à prendre des décisions. Et ce mouvement est enclenché depuis un nombre d'années suffisamment important pour que, à mon avis, plus personne ne puisse le remettre en cause. Et ça veut dire que, en 2021, quand il s'agira de se présenter devant le jury pour dire ben voilà ce qu'on a fait et on vous demande de pérenniser le projet, on va s'inscrire dans les mêmes règles du jeu. Alors tout ça est au service d'une ambition. Très grande ambition scientifique en premier, ambition stratégique en deuxième. D'abord l'ambition scientifique. L'objectif de la visibilité, c'est pas, comment dirais-je, un objectif de communicant à la petite semaine. C'est un objectif, disons, dans lequel il faut comprendre le mot ambition dans le sens le plus noble qu'il peut revêtir. Cette ambition, je pense qu'il faut l'avoir d'autant plus constamment présente à l'esprit que le projet est intrinsèquement complexe et qu'il y a des tendances, disons, à en rabattre sur l'ambition qui sont naturelles, qui ne peuvent pas faire autrement que de sortir et dont il vaut mieux avoir conscience pour mieux s'y opposer. D'abord, il y a la dualité du projet entre démarche scientifique et démarche institutionnelle, avec des périmètres qui ne sont pas les mêmes, puisque l'école des ponts participe de la démarche scientifique, mais pas de la démarche institutionnelle. Et le fait qu'elle soit en dehors de la démarche institutionnelle ne veut pas juste dire qu'elle est neutre et qu'elle nous laisse jouer tranquillement. C'est qu'il y a quand même un petit peu plus de complexité derrière. Ensuite, les circuits financiers sont identifiés. L'État est extrêmement attentif à la manière dont on dépense l'argent que nous recevons, environ 9 millions par an. Le principe de base le plus important qu'il faut respecter, c'est le principe de non-substitution. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, avec cet argent-là, financer l'activité normale des établissements. Ce n'est pas un complément, même si les établissements sont en tension financière, on sait bien, de toute façon, ce n'est pas très original de nos jours, mais ce n'est pas fait pour financer business as usual. C'est fait pour faire des choses nouvelles, qui apportent et qui nourrissent, disons, cette ambition dont je parlais. Ce qui fait que ces deux éléments, la complexité et cette histoire de financement qui doit servir à, ça pousse à séparer, mais tu m'as dit que j'avais 1 heure, donc j'y vais. Donc ça pousse à ça pousse à, disons, concevoir les actions ICIT de manière séparée du reste. Mais il ne peut pas y avoir d'ambition, il ne peut pas y avoir de construction d'université cible qui porte cette ambition si on va trop loin dans la séparation entre les actions ICIT et le reste. Si ce que permet d'enclencher l'ICIT n'irrigue pas toutes les activités, alors pas forcément tout de suite, d'accord, mais n'irrigue pas petit à petit l'ensemble des activités de l'université cible, l'objectif n'aura pas été atteint. Donc dernier sujet, l'université cible. Excusez-moi, j'en ai plus que pour 20 minutes. L'université cible, c'est le vecteur stratégique de cette politique, de ce projet. C'est l'université cible qui non seulement est l'objectif du projet, c'est même un objectif vital parce que le jury a écrit dans son évaluation que si l'université cible n'existait pas, quand on se représenterait devant lui, ben, c'était même pas la peine de venir, quoi, c'était terminé. L'université cible doit exister impérativement au moment où on retourne devant le jury, no choice. Bon. Mais au-delà de cela, il faut voir au-delà, c'est l'université cible qui est l'institution qui va permettre de porter ces stratégies et de l'inscrire dans le temps long.
C'est pas parce qu'on a un rendez-vous très important en 2021 que nos regards doivent s'arrêter en 2021, il faut voir au-delà. C'est une stratégie à 10 ans qu'on est en train de définir au minimum. Voilà. Alors, cette université cible, elle est très originale, parce que, d'accord, il y a en France 3 grandes catégories, organismes, écoles et universités, mais tous les autres projets se sont attachés avec plus ou moins de réussite à surtout rapprocher école et université. Nous sommes le seul projet qui rapproche étroitement, c'est un euphémisme, un organisme de recherche. Bon, voilà. Du coup, il en résulte un établissement qui va avoir un éventail de missions qu'aucun autre n'aura en France, qui va tout balayer, toutes les catégories d'activités de recherche, jusqu'à l'expertise, jusqu'à l'appui aux politiques publiques, toutes les modalités de formation et un nombre, disons, de façons d'appréhender le service à la société particulièrement large. Ça, c'est un point fort, disons, qui est donné par la construction. Il y a un point d'attention qui est que l'université cible résulte de la fusion d'établissements dont les tailles, les modes de fonctionnement, etc. sont très différents. Et donc il va falloir, je pense, même si je ne suis en rien décideur sur ce sujet-là, être attentif à ne pas uniformiser les choses, parce que ça serait... voilà, mais au contraire à préserver ce que j'appellerais volontiers les déséquilibres positifs. Des déséquilibres qui, voilà, parce qu'on est dans une situation de départ qui est ce qu'elle est, qui permettent de marcher et qui... Oui, ils permettent de marcher, mais aussi parce que ça n'aurait pas de sens de vouloir qu'il y ait les mêmes effectifs en étudiants dans toutes les grandes disciplines qu'on va réunir, par exemple, ou les mêmes modes de fonctionnement. Ça n'aurait pas de sens. Voilà. Et tout cela au service de l'ambition qui doit, je pense, rester le maître mot au fil des années dans la conduite de ce projet. UPE, en tout cas, fera le maximum pour aider. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude de mes images. J'aime bien parler avec les mains et j'aime bien parler avec des images. La protection des gens qui ont des spécialités qui sont pas partagées par tout le monde. Alors, je mets pas les SHS dans les spécialités pas partagées par tout le monde parce qu'on doit en avoir un tiers chez nous. Alors, ça fait quand même un gros paquet. Et puis, on les aime beaucoup. Et puis, ça nous permet aussi de se poser la question de temps en temps de pour qui on travaille avant de savoir ce qu'on va leur proposer. Donc, on aime bien ça. Donc dans mes images, il y a ce qui rend les kouglof intéressants, c'est aussi les raisins secs. Et si vous allez commencer à tout mélanger avant, vous trouvez plus vos raisins secs, ça n'a plus aucun intérêt. Donc on va pas faire une fusion où on met toutes les couleurs dans une grande turbine et on obtient du marron à la fin, ça n'a aucun intérêt. Il faut évidemment que les gens qui ont des choses particulières à apporter puissent continuer à les apporter et qu'on puisse les aider aussi s'ils ont besoin de choses pour se développer. Alors, on a de la veine parce qu'on en a 2 sur nos 4 plus petits, parce qu'on va finir par les 2 poids lourds. Laurence, tu veux démarrer ? Comment tu trouves tout ça ? Je m'étais méfiée, j'avais un peu préparé. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire ? École des ingénieurs de la ville de Paris, il y a beaucoup d'ingrédients, puisque pour rester dans les métaphores culinaires, beaucoup d'ingrédients qu'on retrouve dans l'université cible. Il y a une école, mais ça veut dire une école qui peut envisager sereinement de s'intégrer à une université à partir du moment où il y a un certain nombre de spécificités, d'éléments d'identité qui sont conservés. Il y a des ingénieurs, ben oui, des ingénieurs, il en faut, mais des ingénieurs qui ont appris à s'ouvrir à d'autres approches et qui ont appris à libérer leur créativité pour être innovants et se sentir bien. Des villes, bon, c'est un peu le sujet, mais une ville qu'il faut entendre pas simplement comme une unité urbaine au sens de l'INSEE, mais fondamentalement une ville, c'est un endroit où on peut vivre ensemble. Et on peut vivre ensemble parce qu'il y a des services, parce qu'il y a des aménités, parce qu'il y a une sécurité. Le point de départ du génie urbain, c'est quand même de la lutte contre les épidémies de choléra à Paris, etc. Donc c'est entre autres à Paris, pardon.
Et donc, et c'est aussi l'attention, dans des endroits où on fait attention aux plus vulnérables. Des villes, c'est aussi des endroits qui ne sont pas des enclaves de civilisation retranchées derrière leurs remparts, c'est des endroits ouverts. Et c'est des endroits ouverts et connectés parce qu'il y a des réseaux de transport, parce qu'il y a des outils de mobilité qui le permettent. Donc, enfin, dernier ingrédient, alors Paris, ça peut s'écrire aussi avec une minuscule, donc des paris, donc les paris de l'université cible, qui sont nombreux, mais en même temps, tout ce processus de séminaire sur les 11 sites de l'université cible ont montré qu'il y avait des moyens pour que ces paris soient gagnants. Énormément de talent, des équipements incroyables, des personnalités incroyables aussi, beaucoup de bonnes questions, mais aussi beaucoup de pistes de réponses, et puis une envie de faire des choses ensemble. Donc mon souhait et celui de... Voilà, c'est ce que je voulais exprimer, c'est que cette dynamique se prolonge et qu'elle trouve des points d'application sans attendre ni 2021, ni plus tard. Voilà, en tout cas, voilà ce que je voulais exprimer. Merci Laurent. Merci. Bon, moi d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont accueilli les personnels de l'ENAG. L'ENAG, c'est une école, c'est aussi la partie recherche de l'IGN, on est 150. On a eu beaucoup de mal à être présents très nombreux à chaque fois à tous ces séminaires. Malgré tout, tout le monde m'a vanté la qualité de l'organisation, la qualité des présentations, la motivation des animateurs, de ceux qui ont fait les présentations, des démos, etc. De manière réciproque, nous avons aussi accueilli un séminaire et tout le monde m'a vanté la chaleur des participants, la motivation, et je pense que ça c'est un point extrêmement important parce qu'ils se retrouvent dans les personnes qui sont là représentant les établissements. Ça c'est clair et je pense que c'est quelque chose de très important, mais ils se retrouvent aussi dans la dynamique des chercheurs, dans la dynamique des enseignants, dans la dynamique aussi administrative, toutes ces dynamiques qui vont concourir à pouvoir construire un très beau projet. Donc voilà, donc je dirais merci à tous ceux qui ont participé à ces séminaires. Bon, moi je vais répéter encore une fois ce que j'ai déjà dit, mais c'est que nous on est petits, mais on attend beaucoup de choses de cette université cible. On attend de pouvoir faire de la coprogrammation, dans le sens où on a l'habitude de faire des projets partenariaux, donc on travaille avec des partenaires extérieurs, de temps en temps sur un projet ou sur un deuxième qui se suit. Mais souvent, le troisième, on l'a pas, parce qu'effectivement, les gens qui nous ont financés ont dit, bon, ça suffit. Là, je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur une longue durée. Et moi, je dirais, en tant que chercheur moi-même, même si j'en fais moins qu'avant, je trouve que c'est extrêmement passionnant de prendre des problèmes par le grand bout de la lorgnette et essayer des problèmes de société, des problèmes sur la ville, et essayer de pouvoir répondre aux problèmes qui sont posés, parce que ces problèmes-là vont demander des compétences en SHS, on l'a vu, des compétences en génie civil, en génie urbain, en architecture, en géomatique. Et ça, c'est passionnant. Alors je dirais que c'est passionnant d'un point de vue recherche, mais c'est passionnant aussi d'un point de vue formation. C'est comment former des élèves qui vont avoir des compétences pluridisciplinaires, parce qu'on sait que les métiers de demain ne sont pas forcément des métiers qui existent aujourd'hui. Et on va avoir besoin de pouvoir former de nouveaux futurs ingénieurs, de nouveaux futurs chercheurs, qui auront des compétences peut-être plus riches, en tout cas différentes de celles qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a aussi un enjeu formation qui me semble extrêmement fort, et il me semble là qu'on a tous les ingrédients, puisque ça a été dit, de pouvoir construire des formations que personne d'autre n'est capable de proposer. Donc voilà, c'est très challengeant d'un point de vue recherche, c'est très challengeant d'un point de vue formation, et je dirais que les administratifs aussi, qui ont participé au séminaire,
sont aussi extrêmement motivés. Tout le monde a conscience, en tout cas pour un petit établissement, que c'est difficile de pouvoir avoir une structure une structure de montage et de suivi de projets européens. Mais on est très content que d'autres soient très compétents sur le sujet. Pareil pour les langues, pareil pour les bibliothèques. Encore une fois, moi j'ai du mal à joindre les bouts sur ces fonctions-là. Hein. Et j'ai envie de dire, on a envie de s'adosser à d'autres, participer bien entendu, mais s'adosser à d'autres pour pouvoir bénéficier de ces qualités exceptionnelles qui sont chez tous nos partenaires. Donc voilà, ça, tout le monde en a conscience et tout le monde donc voit ce projet-là sous les meilleurs auspices, et je suis persuadé que je suis un petit peu jaloux aussi, parce que je fais moins de recherche qu'avant, mais quand je vois toutes les discussions qu'il y a entre chercheurs, sincèrement, je me dis que j'aimerais bien être du côté aussi chercheur. Peut-être je reviendrai. Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est un morceau passionnant d'histoire qu'on a à écrire de la recherche française, de la recherche, je ne vais pas dire sur le territoire de campésien, puisque notre recherche est nationale, mais aussi internationale. Et ça, j'espère bien qu'on va construire ensemble une université qui va compter au niveau international. Voilà. Merci. Bien, bonjour. Donc, je vais essayer aussi d'être court. Donc, d'abord, je vous prie pour commencer de m'excuser de n'arriver que à 15h03. Je m'étais donné comme challenge personnel d'assister à participer à tous les ateliers et tous les séminaires de connaissances réciproques. J'en ai raté 2. Je voyais marqué là, j'ai raté Bron et j'ai raté Satori. Moi, je voudrais commencer d'abord par remercier les gens qui ont permis cette réalisation et ces réussites. Hein. Moi, je pense particulièrement à l'UPEM, à Sandra, puisqu'elle est là, qui a été à la manœuvre pour essayer de motiver les gens. Et puis, moi, je sais que du côté de l'ISTAR, il y a des gens comme Thierry, par exemple, qui ont beaucoup marné. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y avait un site qui est organisé, ça a été un vrai travail. Donc ça, c'est vrai que ça me semble vraiment important. Moi, j'en tire, j'en ai vraiment tiré honnêtement un grand plaisir à me promener à travers les différents sites. J'ai un peu des regrets, et on a en tout cas au niveau de l'UPEM des regrets d'avoir eu une mobilisation insuffisante de nos personnels. On a eu une partie des gens qui ont joué le jeu, qui sont rentrés dans la dynamique, qui sont revenus ravis à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de la part de personnes qui y allaient même parfois par reculons, mais enfin on leur avait un petit peu donné un petit coup de pied dans les fesses en disant tu devrais aller voir. Tout le monde est revenu ravi. C'est vrai qu'on a eu un peu plus de mal à mobiliser, en particulier les enseignants-chercheurs qui ont tous eu un petit peu un frein en disant j'ai pas le temps, j'ai un colloque, j'ai un cours, je peux pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu déséquilibré à mon sens une partie des débats, hein, où souvent il manquait paradoxalement les plus petits établissements avaient une mobilisation qui était souvent en fait peut-être mieux choisie en tout cas. Nous, moi j'ai un peu inconscience, on n'a pas réussi, et c'est pas faute d'avoir on a passé notre vie à dire aux gens vous devriez venir, et grosso modo on avait on a eu un des résultats qui était de ce point de vue-là légèrement décevant. C'est un peu dommage parce que tous les gens qui ont participé à quel que soit l'atelier auquel ils ont participé, même paradoxalement ceux qui ont participé à l'atelier à l'UPEM, qui ont appris plein de choses, qui m'ont dit je savais pas que tu faisais ça. On s'est dit qu'on aurait pu faire des séminaires de connaissances réciproques entre nous. Plein de collègues qui se rencontraient dans les conseils ou quand ils faisaient un débat, voire quand ils font une manif contre les trucs, mais ils savaient pas que le collègue à côté faisait des choses passionnantes en recherche. Alors moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant. C'est vrai que quand c'était une idée, on va dire d'Hélène au départ, hein, dans ce modèle de fonctionnement, on était un peu interrogatif. On se demandait, non c'est vrai, honnêtement, est-ce qu'on va pas perdre du temps? Est-ce que les gens vont accepter, grosso modo, de venir discuter sans que on leur garantisse que ce qu'ils allaient dire allait servir à quelque chose? Parce que grosso modo, on n'a jamais prétendu que du séminaire Tartampion allait sortir l'organisation du service Trucmuche de la future université cible. On leur a juste dit venez voir, venez discuter entre vous et connaissez-vous. Et je trouve que ça, moi, toi, il m'arrive de dire que j'ai... Donc, je trouve que ça a bien marché, ça a été utile. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, entre autres,
à passer par-dessus on va dire un petit peu les images un peu classiques de l'IFTAR c'est ça, l'UNSG c'est ça, de voir que c'est vrai qu'on parle tout le temps. Moi, ça m'énerve toujours un petit peu. Je suis historien dans le civil. Ça m'énerve toujours quand on met les SHS comme une réserve d'Indiens quelque part, et que on dit faut donner une place aux SHS. Moi, je dis toujours, ne donnez pas de place, on va la prendre, vous inquiétez pas. Donc, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a des préoccupations. Ça m'a amusé tout à l'heure. Je réfléchissais, je vous écoutais tous les deux. Tout à l'heure, Laurence, tu parlais du choléra de Paris, et toi, tu parlais de géomatique, et j'ai un étudiant de master cette année qui est en train de travailler sur les orphelins du choléra dans le 4e arrondissement de Paris, et qui fait de la cartographie informatique. Donc, je me suis dit, voilà un exemple des choses qui sont importantes. Donc, moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est une vraie réussite. On aurait envie, mais je vois Sandra qui commence on aurait envie que ça continue, j'allais dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'on a plein de choses. Au niveau du projet maintenant, parce que je veux pas être trop long, de l'université cible, je trouve que ça nous donne déjà, non pas un matériau, mais une espèce de terreau sur lequel on a plein d'idées qui ont commencé à évoluer. Et bon, moi je voudrais, puisque Gilles Roussel n'est pas là, donc témoigner de notre enthousiasme dans ce projet. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont été à la création de l'université de Marne-la-Vallée dans les années 90. De l'âge, moi je retrouve un petit peu, je prends un petit bain de jouvence, le côté un peu flibustier qu'on avait quand on nous a balancé de l'autre côté du périph', grosso modo pour stocker des étudiants de premier cycle et laisser les facs parisiennes faire de la recherche, et que nous on a donc décidé aussitôt de faire l'inverse et de construire notre établissement à partir de la recherche, et de faire le pari qu'on était capable de faire à la fois de remplir notre mission de service public au service d'un territoire qui est celui de l'Est francilien et de la Seine-et-Marne, qui est particulièrement mal équipé en université. Donc on joue ce rôle, et moi je continue à penser que c'est ça une université, c'est accueillir. En ce moment, c'est un débat qu'on a accueillir tout le monde, tous ceux qui veulent se débrouiller, ouvrir les murs. On va voir comment on fait, mais au service donc d'une population locale qui a le droit, comme tout le monde, de tenter sa chance, j'allais dire, dans l'université, et puis dans le même temps de dire on peut pas faire ça autrement que en travaillant au niveau le plus pointu et le plus fort de la recherche. On ne peut pas enseigner à tout le monde si on n'est pas capable d'avoir une recherche d'excellence. Et là, je trouve que le modèle qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est cette espèce de truc d'hybridation, où on se pose pas la question de savoir s'il y en a un qui est chercheur, qui est enseignant-chercheur, qui est cadre territorial, qui est ingénieur de l'hygiène. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble et comment ça va marcher. Donc c'est vrai que à l'UPEM, on a eu une expérience relativement récente qui n'a pas été très heureuse dans nos relations de fusion avec l'UPEC. Bon, très clairement, c'est vrai que on est passé d'un système où on avait une espèce de forme moi je l'ai vécu comme une contrainte, parce qu'il faut être plus gros, etc. Là, j'allais dire, on a quand même trouvé un modèle que je trouve intelligent. On va pas être gros. Moi, toujours, malheureusement, mais on va rester un truc à taille humaine. On va être 3000 personnels, on va dire. Non, on va recruter. Bien sûr. Tu avais oublié que le gouvernement va nous arroser à partir de la semaine prochaine, puisqu'il faut bien faire passer les... Voilà, dans quelques temps. On va rester à taille humaine, on va avoir 20 000 étudiants peut-être dans 20 ans, on verra. Enfin, on est dans une des plus petites universités de France. Aujourd'hui, Marne-la-Vallée, on va être la 10e ou 15e plus petite. Mais on va pas jouer à mettre 80 000 étudiants dans un gros truc, ou 110 000, etc. On va rester quelque chose qui va continuer à pouvoir fonctionner. Moi, c'est vrai que maintenant, ça m'amuse beaucoup. Maintenant, quand je vais dans les séminaires, je commence à croiser des gens avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai discuté, que je tutoie. Voilà, grosso modo, c'est assez rapide, assez facile de se retrouver dans les mêmes relations que celles qu'on a nous déjà à l'intérieur de l'UPM, qui est un petit truc. Donc voilà, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que c'était un peu aussi l'épreuve du feu, ces séminaires, parce que si on n'avait pas eu envie de travailler ensemble, alors ça serait vu, je pense. C'est-à-dire que si les gens s'étaient regardés en chaîne faïence pendant toutes les réunions, j'ai vécu ça dans un temps où on a fait une réunion, on va discuter de l'organisation de la recherche, et on avait deux gens en face, et puis chacun disait moi ce que je fais c'est bien, toi c'est nul, et qui va gagner à la fin. Bon, là on a vu on faisait autrement, que bon voilà, c'est quand même beaucoup mieux, non, c'est voilà. Donc maintenant je crois qu'on est un peu à un moment charnière, qui est celui qu'on est maintenant dans l'attente de savoir quelle forme prend le truc. Et grosso modo, on est un peu
soumis là actuellement à des réponses de nos tutelles qui tardent un peu, pour parler crûment. C'est-à-dire que nous, on est prêts. On n'a plus qu'à attendre de faire quelle forme on nous propose d'utiliser et comment on s'engage là-dedans. Et je pense que le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse relâcher l'enthousiasme. Moi, j'ai tous les jours, on rencontre des gens à l'UPEM qui disent alors quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on s'y met. Donc là, je crois que c'est plutôt bon signe à la fin de ces séminaires. Voilà, et je te passe le... Alors, je ne sais plus par quel bout je vais prendre ça, mais si je commence par la fin de ce que disait Frédéric, on a en effet un problème. Vous savez, quand on écrit des textes et quand on veut faire une fusion, il faut passer par un machin qui s'appelle un décret, qui est un texte qui est signé par le gouvernement et qui est pris en application d'une loi. Alors je vais m'arrêter très vite en termes juridiques. Et donc ça veut dire que si on n'a pas l'emballage, la bonne forme de vase, décret, parce que le gouvernement nous dit il y a 3 possibilités, je ne sais pas laquelle je vais vous autoriser à prendre, eh ben on peut avoir des choses à mettre dans le vase, eh ben on peut pas les mettre dans le vase parce qu'on n'a pas le vase. Donc actuellement, on n'a pas le vase. Donc on est un peu planté depuis janvier. Parce qu'on avait un beau calendrier avec plein de négociations partout, ça marchait très bien. Et puis depuis janvier, on nous dit le vase, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc c'est probablement décalé à début 2020 et pas début 2019 parce que je vois plus comment on tient ça. En revanche, je vous parle beaucoup de cuisine. C'est pas parce que je sais pas dans quel moule je vais mettre la pâte à gâteau que je sais pas faire la pâte à gâteau. La pâte à gâteau, ça consiste à travailler sur la façon dont on va organiser la gouvernance ou les machins comme ça. Bon, ça c'est bien, c'est important, mais vous n'avez pas accès tous les jours à des questions de gouvernance. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire avancer tout de suite et qui vont traverser la date de fusion presque sans qu'on s'en rende compte, si on arrive à faire bosser les labos ensemble. Si on arrive à mettre des moyens ensemble et à prendre des décisions de gestion et d'animation de la recherche ensemble, il y aura un 1er janvier quelqu'un qui va se balader et au milieu on dira on est fusionné, mais on aurait pu faire des choses avant. Mais parce qu'on sait qu'à la fin on va finir ensemble. Pour les formations, alors là à chaque fois sur la formation je fais très attention parce que je me plante avec tous les types de diplômes, mais c'est un bonheur. Enfin c'est un bonheur que je cherche pas à partager. Mais on doit pouvoir faire des choses comme ça aussi, et puis démarrer peut-être des passages entre les différents niveaux de formation. À l'opposé, le travail sur les fusions éventuelles d'agences comptables, ça devient pas urgentissime. On le fera l'année prochaine, on va pas démarrer maintenant. Donc des sujets dans des groupes de travail qui sont très pointus et qui demandent d'être prêts juste à temps, parce que s'ils sont prêts trop tôt, ça va déstabiliser les gens et à la fin, ils vont se demander ce qu'ils deviennent. Donc, on est en train de faire un tri entre nous sur les groupes qu'on va lancer, qu'on continue ou qu'on va lancer maintenant et ceux qu'on va un peu décaler. Mais ça veut dire que sur l'ambition, on n'a pas changé d'avis. Et alors, si je parle pour l'IFSTAR, parce que les autres, ils ont aussi parlé un peu pour leur politique, quand j'ai commencé à vous raconter ça il y a 1 an et demi, les idées farfelues que je vous racontais ou que je les racontais à d'autres, je vous disais que même si on n'avait pas licite, je pensais qu'il fallait quand même qu'on fusionne. Et c'est vrai que licite, c'est pratique parce que ça nous aide quand même à faire des choses. Par exemple, merci UPE nous avoir payé les séminaires de connaissances réciproques. Parce que, mine de rien, ça coûte des sous. Et ça nous a facilité la vie. J'en profite pour dire merci à notre système de logistique parce que Event Success nous a quand même enlevé plein d'épines du pied. Si on avait dû organiser ça avec nos petites mimines, ça aurait été un peu lourd. Et évidemment, merci Sandra et merci Thierry parce que Sandra, c'était au téléphone, je la voyais devenir folle au téléphone, mais alors Thierry, je le voyais plus près et il était en train de devenir absolument cinglé. Mais ça va mieux, c'est fini. Bon. Donc, Lucible, il faut le faire. Pourquoi ? Vu de notre côté, on pouvait très bien rester dans notre coin. Nous sommes un établissement public ayant le même statut que le CNRS. Une fois qu'on dit ça, mais c'est vrai. Et réciproquement, le CNRS a le même statut que l'IFSTAR. Bien. Alors c'est bien, mais on a des sujets monstrueux et qui demandent une coopération avec plein de gens.
Et on se rend compte qu'on a plus de facilité à coopérer avec des labos australiens qu'avec le labo de l'autre côté de la rue. C'est normal puisque le labo australien n'est pas évalué par la même HCERS et les chercheurs australiens ne sont pas promus avec les mêmes corps. Alors c'est bien, mais bon, ok, c'est un peu con quand même. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais au moins, moi, je le partage. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher des voisins ? Il y a les voisins naturels avec qui on travaille depuis longtemps. Alors à Nantes, ils travaillent beaucoup avec l'école centrale. Ah, c'est bizarre. Bon, on va continuer à travailler avec l'école centrale à Nantes. Et puis à Marseille, ils travaillent avec l'hôpital Nord. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous que j'ai vu aller visiter les trucs à l'hôpital Nord. À Marne-la-Vallée, on travaille avec tous les gens du coin et on a été fondateur du Polytechnicum, on était dans le Carnot, on était dans le Presse, et puis maintenant on est dans la Commu, on continue à consolider. Et puis, voilà. Et alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais c'était un accord entre chefs. Alors, c'est très très bien, les accords entre chefs, parce que quand en plus les chefs s'engueulent, là, on est tranquille, il ne se passe rien. D'ailleurs, on a d'autres exemples ailleurs que je ne citerai pas. Je vous laisse deviner, il y en a qui ne sont pas loin. Et j'ai pas dit qui. Hein. Et nous, on s'engueule pas. Alors, vous pouvez me dire qu'il n'y a que moi qui le dis, mais enfin, vous les prenez séparément et ils vous diront, je pense, des choses assez proches. Ça nous est déjà arrivé depuis 1 an et demi de trouver des points sur lesquels on n'était pas d'accord. Et heureusement, parce que si on était d'accord sur tout, ça voudrait dire qu'on ne travaille pas vraiment, qu'on ne cherche pas vraiment à avancer. Donc, on n'était pas d'accord sur des points. On travaille, on comprend mieux la position de l'autre. C'est vachement original comme méthode. Hein. On essaie de comprendre ce qui bloque chez le voisin. Et on évolue, et il évolue, et à la fin on dit « Ah oui, voilà, on a trouvé une solution. » Et à la fin on attrape un fou rire. Hein ? Bon. Mais ça, si les chefs s'engueulent pas, c'est vachement bien. C'est nécessaire, mais alors c'est vraiment pas suffisant. Parce que si c'est pas porté par vous, on travaille pour rien. Parce que les gens qui forment la vision, qui forment l'intérêt du genre de boutique dans laquelle on travaille, c'est pas les machines qui fabriquent des boîtes de camembert, c'est les gens qui réfléchissent, c'est les gens qui agissent, et ça c'est vous. Donc, il fallait absolument qu'on vous montre que les voisins n'avaient pas des oreilles pointues, ils n'avaient pas des pois verts, ils ne clignotaient pas la nuit, et en plus, vous pouviez jouer avec. Alors, vous n'avez pas joué tout le monde avec tout le monde, tout de suite, parce que ça va être un peu confus, on va dire, mais je pense que maintenant, vous voyez mieux pourquoi on essaie de vous embarquer dans ce genre de choses. Est-ce que, à titre personnel, vous pouvez imaginer ? Ça ne veut pas dire que vous aurez ce que vous imaginez, ça veut dire que vous pouvez imaginer alors qu'avant vous ne pouviez pas. Et quand je parlais de risque au début, c'est que c'est vrai que si ça s'était planté, on aurait vraiment planté le système. Sauf que quand on a des gens à peu près de bonne composition, ce genre de choses, ça marche bien. On l'avait fait nous, et on a un peu copié. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai un peu dû insister sur le fait qu'on y tenait. Donc, là, on est en plein milieu du gué. On a, je pense, le début des fondations qui se construisent, parce que les fondations, c'est la connaissance qu'on a les uns des autres et le fait qu'on pourra construire dessus. Et la construction, c'est vous qui allez la faire. Parce que quand on dit qu'on va lancer des groupes et les machins, c'est pas nous qui allons travailler. C'est vous, c'est vos collègues, c'est les gens de l'autre côté de la rue qui allaient essayer de construire des choses ensemble. Et puis, quand on parlait du fait de conserver l'originalité et de conserver les différences, même dans l'ISTAR qui, pour certains, a une organisation très militaire, ce qui continue à m'amuser beaucoup, chaque département fonctionne de façon différente les uns des autres. Et les labos à l'intérieur des départements, ils fonctionnent aussi de façon différente les uns des autres. On n'a pas essayé de les mettre au garde à vous. On avait besoin que les entrées-sorties des infos pour les systèmes comptables, les systèmes budgétaires, les systèmes de gestion soient similaires, parce que sinon on ne peut rien faire. Mais à l'intérieur, honnêtement, on vous fout un peu la paix et on ne vient pas vous expliquer comment vous travaillez. On va faire pareil, on va faire des bulles de protection autour des écoles qui viennent rejoindre la masse, parce que sinon on peut les noyer très vite. Et si on les noie, on n'a plus... il y a beaucoup de choses qu'on perd. Et ça n'aurait vraiment aucun intérêt. Donc ces bulles de protection, on ne va pas les rendre étanches. C'est peut-être pas le bon terme, bulle de protection. Je ne sais pas trouver un terme. Comment on fait pour protéger des gens sans les étouffer ? Au parachute. On n'est pas en train de tomber, non ?
Pardon ? De l'osmose, ouais. Bon, voilà, c'est un premier. Vous allez rentrer chez vous, vous allez me trouver une image. La subsidiarité, oui. Bon, enfin, on va trouver. Donc, petit A, c'est fini. Ouf. Pour ceux qui l'organisent. Petit B, c'était tellement bien que je suis pas sûre qu'on recommence pas. Alors peut-être pas avec un rythme aussi élevé, parce qu'on est tous devenus cinglés. Mais si 2 fois par an, on organise une visite générale sur un site, on boucle sur 5 ans, ça devrait pas être mal. On pourrait peut-être faire un machin comme ça pour pas perdre la main, et que ça soit obligatoire pour les nouveaux arrivants, et patati patata. On peut peut-être travailler là-dessus. Et puis, je voudrais dire aussi qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé très positif, qui est une initiative de vos représentants du personnel qui se sont mis ensemble pour nous demander de travailler ensemble. Et ça, c'est très précieux. Je ne savais pas comment le provoquer, parce que c'est beaucoup plus rassurant pour tout le monde d'entendre la même chose en même temps. Et c'était difficile à provoquer, ça ne peut pas s'imposer. Et comme c'est eux qui l'ont demandé, c'est génial. Voilà. Donc je voulais les remercier, ceux qui sont dans les salles, pour qu'ils le disent aux autres aussi. À force de remercier tout le monde, voilà, je vais tous vous remercier et puis je vais vous laisser rentrer parce que vous allez en avoir marre. Mais donc, je pense que là, on est bien parti. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté au système. Un dernier mot, je veux remercier nos collègues du campus numérique qui ont fait la capture de toutes les séances, tous les séminaires. Eux, ils ont réussi à aller à tous les séminaires. Tu as raison, j'ai oublié. Et qui, en plus, font un beau travail d'ailleurs sur... dans 2 jours pour à cause des sélections. Mais en plus, vous pouvez récupérer sur le site dont j'ai oublié l'adresse, mais le site du projet. Donc il y a le site de Lucide, il y a une capture de chacune des. C'est un travail en cours. Mais donc on peut retrouver à la fois des documents et puis des captures de toutes ces conférences, etc. Ça va être bientôt. Tu me fais penser à autre chose. C'est que les ateliers, pour pouvoir partager ce que vous avez produit, on a besoin d'avoir les retours par les rapporteurs des ateliers. Donc, s'il vous plaît, on vous le redemande à chaque fois, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le plus vite possible passer à Thierry ou Sandra ce que vous avez présenté au moins, et puis si possible un petit papier, pour qu'on puisse se servir de ce que vous avez produit. Parce que sinon, on aura du mal à s'en servir. Merci encore. J'espère que là, j'ai rien oublié.